Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce mardi 30 août 2022, dont voici le sommaire. Le FOCODE, initiateur de la campagne Ndondeza, demande au président de la République de passer aux actions concrétisant ses belles promesses, de couper court avec le crime et de disparition forcée qu'il a voulu lui-même endayer le pays sous sa responsabilité. Les victimes de ce crime demandent quant à eux aux dirigeants du pays de ne pas exploiter et manipuler leur douleur pour des fins sectaires. Cette requête intervient ce 30 août, journée internationale dédiée aux victimes des disparitions forcées. Au sommaire également, le flou plane autour de la vie de Gérard Ndayisenga, ancien cadre du service national des renseignements du Burundi. Il n'est trouvable dans aucun cachot après qu'il ait été sorti de la prison centrale de Mpimba en mi-juillet 2022. Au cours de cette édition, nous irons aussi en Ngagara, à mairie de Bujumbura, où l'école lycée centrale Saint-Gabriel dite libre a été sommée de déménager de ses locaux dans lesquels elle travaille depuis maintenant 28 ans. Enfin, nous parlons du flou qui plane toujours sur la crise de carburant observée depuis plusieurs mois au Burundi. Les détails tout de suite. Débutons cette édition sur les nouvelles de sécurité en bref. Découverte le matin de ce mardi d'un corps sans vie sur la colline Kajaga en commune Nyamurenza de la province Ngozi. La victime était une femme qui a été reconnue sous le nom de Nyonzima. Selon des informations recueillies sur place, Feu Nyonzima aurait été tabassé avant d'être achevé par un coup de couteau au niveau de la tête. Elle a croisé ses bourreaux en cours de route lorsqu'elle est rentrée chez elle ce lundi. Une autre femme qui l'accompagnait a pu s'échapper. À titre de rappel, jeudi de la semaine passée, une autre femme a été tuée en commune Ngozi. Son corps a été jeté près de la rivière Nyakijima. Sécurité toujours, les affrontements auraient déjà commencé entre le contingent burundais récemment envoyé à l'est de la République démocratique du Congo et les combattants du mouvement Red Tabara. Selon le message du mouvement Red Tabara posté sur son compte Twitter ce lundi, des combats en cours opposent les combattants de ce mouvement et la coalition FDN Imbonerakure, FDLR ainsi que le mouvement Mai Mai de Makanika. Pour ce mouvement, le parti CNDD-FDD aurait dévancé les forces de la communauté est-africaine dans le Sud Kivu pour piller les richesses de la RDC. À titre de rappel, dans sa déclaration du 26 de ce mois, le colonel Floribert Biereke, porte-parole de la FDN, avait annoncé que le Burundi avait envoyé ses troupes en RDC dans le cadre d'une entente bilatérale entre les deux pays. Cela selon Floribert Biereke en attendant le déploiement des forces régionales. Au chapitre droits de l'homme, le 30 août, journée internationale dédiée aux victimes de disparition forcée. Pour les 2 années de pouvoir Évariste Ndayishimiye, les enquêtes de la campagne Ndondeza dressent un bilan de 81 victimes de disparition forcée. Toutefois, ce crime est commis au Burundi depuis au moins 50 ans. Charles Nzeyimana est un des Burundais victimes de ce crime à plusieurs reprises. Il a perdu 3 proches, tous kidnappés au cours de différentes périodes de crise dans le pays. Suivez son témoignage, c'était au cours de l'émission Ijambo Nigwawe de ce mardi. J'ai perdu 3 proches, mon père, mon grand frère et mon petit frère. Papa, c'était en 1972. J'avais juste 4 ans, j'étais encore très petit. Le petit frère, il a été enlevé en 1996. Il allait terminer ses études secondaires. Il a été arrêté à Mutanga Sud. Nous avons ce jour-là attendu qu'il rentre de l'école, mais en vain. Nous avons appris 1 semaine après qu'il a été arrêté et nous l'avons retrouvé mort sur l'avenue Sigouviaye de Mutanga Sud dans un petit buisson. Le 3e, c'est mon grand frère. Lui, il a été kidnappé récemment en 2017. Il a été appelé sur son portable. Et il est sorti de chez lui à Kamenge. Il a été traîné de force dans un véhicule. Nous l'avons plus revu. Notre famille a été très affectée.
je n'entrerai pas dans les détails. Pour le petit frère, disons que c'est tolérable, nous l'avons quand même enterré. Mais papa et le grand frère, ça nous hante au quotidien. On se pose tant de questions. Qui les a tués? Comment ont-ils tenté de crier au secours? Charles Nzeyimana demande aux dirigeants du pays de ne pas exploiter et manipuler leur douleur pour des fins sectaires. Il plaide pour une justice impartiale pour casser ce cercle vicieux. Encore une fois, Charles Nzeyimana. nk'amasosiyasiyo y'abavictime yatangiye kuja habona cyane cyane ku muzi w'ubwo butegetsi bwa CNDD. Les associations des victimes qui se sont beaucoup manifestées depuis l'arrivée au pouvoir du CNDD-FDD, il ne faut pas qu'elles utilisent, qu'elles manipulent nos douleurs pour diviser les Burundais. Il ne faut pas qu'elles utilisent nos douleurs pour incriminer les dirigeants des époques antérieures. Un petit exemple illustratif. La JRR, c'est la jeunesse révolutionnaire Rwagasore. Mais cette jeunesse-là n'a pas pu secourir le frère de Rwagasore, le roi Charles Ndizeye. Preuve que les politiciens manipulent les jeunes pour leurs intérêts. C'est la même chose avec les Imbonerakure d'aujourd'hui. Ils les manipulent avec nos douleurs. Ces associations sont nombreuses. Elles demandent justice, ce qui est une bonne chose, mais ce qui n'est pas bien, c'est que le gouvernement utilise ça juste pour incriminer leurs prédécesseurs. Quelqu'un s'est demandé si les victimes contraintes aujourd'hui à l'exil agiront comme les dirigeants actuels. Moi aussi je suis en exil. Vers qui je tournerai ma haine? Ceux qui ont kidnappé mon père, les bourreaux de mon frère ou ceux de mon grand frère. La douleur est la même. Elle n'a pas d'ethnie ni de région. Le bourreau du tien reste bourreau. Ce qu'il faut faire, comme les politiciens avaient trouvé un consensus, l'accord d'Arusha, même s'il a des lacunes, revenons sur cet accord. Ça nous aidera pour la bonne cohabitation. Si le CNDD-FDD détruit ces conventions et qu'il y ait des gens qui luttent pour leur restauration, il faut les soutenir. Car si nous n'affrontons pas notre passé objectivement, il finira par nous rattraper. Je dirais alors à Evariste Ndayishimiye de cesser de manipuler le passé, notre passé, pour arriver à diviser le peuple burundais. Et en cette journée dédiée aux victimes de disparition forcée, le FOCODE, initiateur de la campagne Ndondeza, a saisi le président Evariste Ndayishimiye à travers une correspondance lui envoyée. Le FOCODE lui demande de passer aux actions concrétisant ses belles promesses de couper court avec ce crime qu'il a voulu lui-même endeuiller le pays sous sa responsabilité. Suivez Pacifique Nahazwe, président du FOCODE, c'était également au cours de l'émission Ijambo Nigwaro. Muri iyi myaka ibiri gusa Perezida Evariste Ndayishimiye amaze arongoye Uburundi. Uyu munsi twasohoye urutonde rw'abantu 80 twanamurungikiye. Durant les 2 ans de pouvoir de Ndayishimiye, c'est-à-dire du 18 juin 2020 au 18 juin 2022, nous avons enquêté 80 cas de disparition forcée. Nous lui avons même envoyé la liste des victimes. Nous lui avons également fait une comparaison de ces 2 années au pouvoir et des 2 dernières années de son prédécesseur, Nkurunziza, c'est-à-dire du 8 juin 2018 au 8 juin 2020. Pour cette période, nous avions eu connaissance et enquêté sur 57 cas de disparition forcée. Donc, pour la période de Ndayishimiye, nous avons noté une augmentation d'au moins 40%. Ibiharuro byo mu kiringo cya Petero Nkurunziza mu myaka ibiri yiwe ya nyuma ku rugero hafi 40%. Mukuru w'igihugu twamubwiye tuti vy'ukuri nimba atari amajambo gusa vy'ukuri uko wabivuze nimba ushaka kugwanya ivyo kunyuruza abantu. Nous avons suggéré au président Ndayishimiye des actions à faire pour nous prouver que réellement il a l'intention de lutter et éradiquer ce crime de disparition forcée, comme il a déjà annoncé dans ses discours. Premièrement, nous lui avons recommandé de faire des enquêtes, au moins sur ces 80 cas de sa période de pouvoir,
des enquêtes indépendantes et qu'il annonce au peuple l'issue de ces enquêtes. Deuxièmement, il ne peut pas affirmer vouloir lutter contre les auteurs de ce crime alors qu'il ne reconnaît pas l'existence de leurs victimes, alors qu'il ne soutient pas leurs familles. Ces familles sont terrorisées. Elles vivent dans une précarité sans nom. Donc, il ne peut pas affirmer avoir démantelé le groupe des kidnappeurs alors qu'il ne mentionne jamais leurs victimes. Ça, c'est impossible. Troisièmement, nous lui avons demandé de ratifier les conventions internationales qui luttent contre le crime de disparition forcée. Ces trois choses, s'il le fait, prouveront que finalement le président Ndayishimiye ne se limite pas aux promesses, mais qu'il agit aussi. Alors, si réellement le pouvoir politique et la justice ont l'intention de stopper ces crimes, qu'ils convoquent les responsables de ces institutions, le patron du service national des renseignements et le patron de l'armée, pour répondre des crimes commis par leurs agents. De son côté, le collectif des avocats pour la défense des victimes au Burundi, Kavib en sigle, trouve aussi que l'arrivée au pouvoir d'Evariste Ndayishimiye n'a pas stoppé ce crime de disparition forcée. Maître Gustave Nyonzima, président du Kavib, tranquillise toutefois les familles des victimes. Un jour, dit-il, justice sera faite. Je vous prie de l'écouter. Ça fait plus de 2 ans qu'il y a un nouveau gouvernement, mais plusieurs opposants politiques et militants étiquetés comme opposants continuent de faire l'objet de disparitions forcées sans laisser de traces. Au sein du Kavib, nous avons déjà soumis pas mal de dossiers auprès des juridictions internationales, en l'occurrence la Cour pénale internationale et le groupe de travail des Nations Unies contre les disparitions forcées. Lesquels organes sont compétents en la matière. Alors, le Kavib constate avec amertume qu'il y a une impunité notoire à l'égard même des préposés de l'État qui sont toujours étiquetés comme des chefs qui orchestrent ces disparitions forcées. Ici, il y a les agents du service national de renseignement, les policiers, les militaires ici du service G2, et les Imbonerakure, tous sur la cour douce, avec ces crimes commis, alors que ces crimes revêtent un caractère imprescriptible, inamnistiable et indélébile. Alors, le Kavib, de ce fait, regrette que le nouveau gouvernement a commencé par même le chef de l'État ne privilégie que des promesses qui ne sont pas du tout concrétisées et rassure en conséquence les familles des victimes que justice sera faite pour leur, étant donné que plusieurs milliers de dossiers sont déjà soumis devant la Cour pénale internationale et le groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées. C'était Gustave Nyonzima, président du collectif des avocats pour la défense des victimes au Burundi, Kavib en sigle. Toujours en page droit de l'homme, le flou plane autour de la vie de Gérard Ndayisenga, ancien cadre du service national des renseignements du Burundi. Certaines informations indiquent qu'il est introuvable dans un cachot après qu'il ait été sorti de la prison centrale de Mpimba en mi-juillet 2022. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Gérard Ndayisenga, ancien officier du service national des renseignements du Burundi, a été sorti de la prison centrale de Mpimba en date du 16 juillet 2022, puis conduit dans un endroit jusque-là tenu secret. Les informations fournies par certains agents des services secrets burundais révèlent que cette opération a été menée par 2 hauts gradés de cette police présidentielle, Mathias Joseph Nyonzima, surnommé Kazungu, et Alexis Ndayikengurukiye d'Inkoroka. Certains locataires de la prison centrale de Mpimba, amis et proches de Gérard Ndayisenga, craignent pour sa sécurité. C'est au moment où des informations concordantes font savoir qu'il n'est trouvable dans aucun cachot. Le nommé Gérard Ndayisenga avait été arrêté après la mort d'Augustin Matata, militant du parti CNR en zone Bulinga, commune Gihanga de la province de Bubanza, enlevé nord-ouest de son domicile le 16 novembre 2021 par des agents en tenue de la police burundaise. Augustin Matata a subi beaucoup de tortures de la part de Gérard Ndayisenga dans les bureaux du SNR situés près de la cathédrale Regina Mundi. En
état très critique, il sera transféré à la clinique Prince Louis Rwagasore avant de rendre son âme le 15 décembre 2021. Les enquêtes menées par la radio publique africaine révèlent également que Gérard Ndaïsenga fait partie des instigateurs de l'incendie qui a décimé des centaines de détenus dans la prison centrale de Gitega. C'était le 7 décembre 2021. Pour le moment, plus d'un s'interroge sur la vie de cet ancien officier du service des renseignements burundais qui a été d'ailleurs cité dans plusieurs cas de violation des droits de la personne humaine. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Après cette petite transition, nous parlons économie. Le flou plane toujours sur la crise de carburant observée depuis plusieurs mois au Burundi. Malgré les promesses du président de la République, il y a toujours des zones d'ombre sur le carburant disponible dans le pays jusqu'à présent. Une partie de ce carburant serait par ailleurs détournée pour la République démocratique du Congo. Le point avec Emile Nibasumba. Au début de ce mois d'août, nous vous avions parlé de la société Prestige qui serait gérée par la première dame Angeline Ndayubaha et qui achetait le carburant à l'étranger et à la société Interpétrole pour ensuite le vendre en République démocratique du Congo. Entre-temps, la pénurie du carburant a persisté dans le pays et un certain Metusela Nikobamie, alias Pasteur Havimana, s'est présenté comme le nouvel importateur du carburant qui allait sauver le Burundi. Selon les sources de la RPA, Metusela, qui promettait au moins 100 camions-citernes de carburant par jour, était le pion de la famille présidentielle. Mais un conflit interne au sein du parti a bloqué le deal. Les sources de la RPA indiquent qu'une partie des ténors du CNDD-FDD ne comprenait pas pourquoi toute la population allait être sacrifiée en faveur de la famille présidentielle. C'est pourquoi Metusela s'est vu écarté et le deal a été conclu avec la Régie des eaux. C'est impensable. Ont par ailleurs réagi certains experts compte tenu des missions de la Régie des eaux. Même si ce lundi, Évariste Ndayishimiye a félicité le ministre de l'énergie et des mines qui, selon lui, a sauvé le peuple burundais et a réussi là où les commerçants de carburant ont échoué, les sources de la RPA disent que le président de la République a menti. Selon ces sources, la pénurie du carburant a été causée par la décision du régime d'interdire à l'entreprise Interpétrole d'importer le carburant parce qu'il espérait l'aide promise par la Russie. Cité par le journal Iwachu, le directeur général de la Régie des eaux a précisé que le carburant qui entre dans le pays n'était pas du tout cette aide promise par la Russie. Il a également précisé que 75 camions-citernes de carburant étaient déjà arrivés dans le pays. Et pourtant, selon les sources de la RPA, une partie de ce carburant serait détournée pour être vendue en République démocratique du Congo. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. En page de gouvernance, le gouvernement burundais impose encore aux fonctionnaires une contribution forcée destinée à la construction du palais présidentiel. L'exemple est celui des employés de l'entreprise de communication Natel qui ont été obligés de s'inscrire sur une liste sur laquelle ils acceptent qu'une certaine somme d'argent soit retenue sur leur salaire pour la dite contribution. Le point avec Daniel Claire et la trompe. Les fonctionnaires de l'entreprise de l'Office national de télécommunications, ONATEL en sigle, font savoir qu'ils ont été informés qu'une somme d'argent doit être retenue sur leur salaire des mois de septembre et octobre 2022. Selon ces fonctionnaires, la décision a été prise par les cadres de cette entreprise lors de la réunion organisée vendredi dernier. Comme l'indiquent toujours ces fonctionnaires, ils ont été informés que cette contribution est pour la construction du palais présidentiel et personne d'entrée n'avait aucun droit de demander quoi que ce soit. L'un d'entre eux témoigne. C'était pour nous. Nous voulons qu'il y ait des enquêtes vraiment au sein de l'entreprise ONATEL. Moi, je suis l'employé de cette entreprise. Nous nous sommes présentés au travail et notre chef de service nous a informé qu'il a été envoyé par le directeur de ONATEL pour nous signifier que nous devons contribuer pour la construction du palais présidentiel et qu'on va retrancher de l'argent sur nos salaires pour le mois de septembre et octobre. Personne n'avait droit à demander même une question. Il nous a dit que lui aussi n'a rien demandé quand on lui a donné cette injonction. Actuellement, les fonctionnaires de l'ONATEL font savoir que pour le moment, une liste sur laquelle chaque fonctionnaire doit s'inscrire et mentionner son numéro matricule, de même que la signature. Chagrinés, ces fonctionnaires ne comprennent pas pourquoi ils sont obligés d'une telle contribution alors que l'ONATEL leur doit 3 mois de salaire. Sans oublier que la rentrée scolaire est pour bientôt.
Demain, on va mettre en place une liste pour que chacun inscrive son nom, son numéro matricule et appose sa signature. C'est tout ce que notre chef de service nous a informé. Nous voulons que vous demandiez pour nous si c'est à nous de contribuer pour la construction du palais présidentiel alors que le palais existe déjà. Pire encore, nous venons de passer 3 mois sans percevoir nos salaires de 3 mois, c'est-à-dire de mars jusqu'en mai. À côté de cela, nous n'avons pas encore acheté les cahiers pour nos enfants qui se préparent pour aller à l'école alors que nous travaillons pour uniter l'entreprise. Mais voilà qui nous oblige des contributions en argent. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Priva Kabeba, le directeur de l'Office national de télécommunications, on appelle en sigle, mais il était injoignable. Merci à toi aussi, Dani Claire, et la trouva. Après cette petite pause, nous parlons éducation. RPA. Je vous le disais en titre, l'école lycée centrale Saint-Gabriel dite libre, située en zone Ngagara, commune Nahangwa, mairie de Bujumbura, a été sommée de déménager de ses locaux dans lesquels elle travaille depuis maintenant 28 ans. Selon une source du ministère de l'Éducation, ce ministère aurait en plan d'implanter une autre école dans ce site où se trouve implanté ce lycée depuis maintenant plus de 20 ans. Une décision qui perturbe les parents qui ne savent où ils pourront mettre leurs enfants déjà à quelques jours de la rentrée scolaire. Le point avec Eric Nyonzima. L'école lycée centrale Saint-Gabriel, dite école libre de la zone Gagar à mairie de Bujumbura, a débuté ses activités en 1994. Elle comprend l'école fondamentale et l'école post-fondamentale. Selon les informations en provenance du ministère de l'Éducation, en possession de la rédaction de la RPA, le dit ministère a ordonné à cette école de déménager de ses locaux pour commencer ses activités pédagogiques de l'année scolaire de 2022-2023 dans un autre endroit. Selon toujours ces informations en provenance du ministère de l'Éducation, la raison serait que le dit ministère souhaite implanter une autre école dans les ancêtres où est situé le lycée central Saint-Gabriel. Actuellement, les parents d'élèves du lycée central Saint-Gabriel s'inquiètent du sort de leurs enfants au moment où il reste quelques jours pour la rentrée scolaire. Ce lycée compte actuellement plus de 900 élèves, selon toujours ses parents. Nous avons essayé de joindre les responsables de l'école lycée central Saint-Gabriel pour leur demander sur le sort des élèves, mais sans succès. Nous avons également essayé de contacter François Habyarimana, le ministre en charge de l'éducation nationale, pour lui poser la même question. Il était injoignable sur son téléphone portable, tandis que son téléphone du bilan sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Toujours à ce chapitre, certaines écoles de la province de Gitega font face au problème de manque d'eau potable. Les élèves de ces écoles indiquent qu'ils éprouvent des difficultés à trouver de l'eau à boire ou encore de faire la propreté. Ici, l'on serait une école de la commune Gitega et une autre en commune Giheta. Le détail avec Elvis Nyomungere. Entre autres écoles qui n'ont pas d'eau potable, il y a notamment l'école fondamentale de Mahonda en commune Gitega et province Gitega. Selon notre source, cette école n'a pas d'eau potable depuis sa construction il y a plus de 30 que les enfants qui ont passé à cette école avaient à faire l'exercice de se présenter chaque jour à l'école avec une certaine quantité d'eau. Ce sont les mêmes élèves qui doivent ramener de chez eux de l'eau pour boire et pour la propriété de leur classe et les bureaux de la direction. Dans l'entourage de l'école, il y a nulle part où trouver de l'eau potable. Notre source révèle que la propriétaire essaie adhérer à cet établissement scolaire. On le fait rarement faute d'eau. Les enfants ne l'avaient plus remis après une fois de retour derrière des anciens. Il en est de même lorsqu'ils reviennent de la récréation, chose qui fait qu'ils salissent les cahiers. Mis à part l'école fondamentale Mahonda, le manque d'eau potable est également signalé au lycée communal Mutobo en commune Giheta, un lycée bien de 15 ans. Les élèves de ce lycée sont obligés d'amener de l'eau à l'école. C'est toujours notre source. À cette école, à part les établissements à régime externe, ce problème se trouve aussi dans plusieurs écoles à régime d'internat, même au centre élevé de la capitale politique du Burundi, ce qui représente l'hostilité du recteur à leur fardeau car oblige d'en acheter. Il demande au gouvernement de trouver solution à ce problème. Merci à toi aussi, Elvis Nyomungere. Merci, auditrices, auditeurs, de nous avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration.
À la présentation, c'était Onésime de Chimagite. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir.